Tout au long de l'ère mésozoïque, les dinosaures terrestres comme le Giganotosaurus dominaient avec 14 mètres de longueur et 8 tonnes. Mais il existait une classe de prédateurs aériens dont la méthode de chasse était si efficace que certains ptérosaures comme l'Adzegopteryx ont développé des crânes de 3 mètres et des becs spécialisés pour briser les os de jeunes dinosaures, opérant comme des vautours géants qui régulaient des écosystèmes entiers grâce à une nécrophagie spécialisée qu'aucun dinosaure terrestre ne pouvait réaliser. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez, car maintenant je vais tout vous raconter. Pourquoi tant de gens pensent-ils que les ptérodactyles sont des dinosaures? Cette question semble simple, mais elle est très importante pour comprendre le passé de notre planète. Beaucoup de personnes, en voyant des images de grands reptiles volants, croient tout de suite qu'ils font partie des dinosaures. Mais ce n'est pas correct. Les ptérodactyles, comme d'autres animaux volants appelés ptérosaures, forment un groupe différent. Ces reptiles volants sont fascinants et vraiment uniques. Les ptérosaures ne sont pas des dinosaures. Pourtant, ils ont vécu pendant longtemps à la même époque que les dinosaures. On appelle cette période l'ère mésozoïque. Elle a commencé il y a environ 250 millions d'années et elle s'est terminée il y a 66 millions d'années. Pendant tout ce temps, la Terre était remplie d'animaux différents dont beaucoup étaient vraiment grands et impressionnants. Les dinosaures vivaient surtout sur la terre ferme. Ils marchaient, couraient et parfois sautaient selon leur taille et leurs besoins. Les ptérosaures, eux, habitaient le ciel. Ils volaient grâce à des ailes spéciales, faites d'une membrane souple et résistante. C'est facile de se tromper, parce que dinosaures et ptérosaures sont souvent montrés ensemble dans les livres et les films. Beaucoup d'illustrations les représentent côte à côte, comme s'ils étaient de la même famille, mais ils suivaient des modes de vie très différents. Leur façon de bouger, leur manière de se nourrir et leur corps n'étaient pas les mêmes. Les dinosaures ne savaient pas voler. Les ptérosaures passaient une grande partie de leur vie dans les airs, à chercher de la nourriture ou à explorer. Savoir cela aide à comprendre que la nature était très variée à cette époque. Il n'y avait pas que des dinosaures, même si ce sont eux que l'on connaît le plus. Le mot « dinosaure » désigne un groupe particulier de reptiles anciens. Ces animaux avaient une position des pattes différentes et des os organisés d'une autre façon. Les dinosaures portaient leur corps au-dessus de leurs pattes, un peu comme le font les oiseaux et certains mammifères. Les ptérosaures avaient les pattes disposées autrement. Ils marchaient souvent un peu accroupis et leurs ailes étaient formées par un très long doigt allongé qui soutenait la membrane. C'est une différence très forte, facile à reconnaître pour ceux qui observent bien. On doit aussi penser au fait que les ptérosaures volaient, alors que presque aucun dinosaure ne volait. Il existe un petit groupe de dinosaures qui a donné naissance aux oiseaux actuels. Mais à l'époque des grands dinosaures comme le Tricératops ou le Tyrannosaurus, voler était rare chez les animaux terrestres. Les ptérosaures avaient donc une place très spéciale, celle des premiers grands vertébrés capables de vivre dans le ciel. Il faut aussi comprendre que l'ère mésozoïque était un temps très long. Durant ces millions d'années, la Terre a beaucoup changé. Le climat s'est modifié, des continents se sont déplacés, des montagnes sont nées, des mers sont apparues et disparues. Les animaux ont changé avec leur environnement. En plus des dinosaures et des ptérosaures, il existait plein d'autres espèces, comme des crocodiles anciens, des poissons étranges, des lézards et des tortues. Les ptérosaures formaient une grande famille à part. Savoir que les ptérosaures ne sont pas des dinosaures rend l'histoire du monde plus riche. Cela montre que même à la même époque, beaucoup d'animaux n'avaient aucun lien direct entre eux. Ils vivaient parfois près les uns des autres, partageaient le même air, mais n'avaient ni le même mode de vie, ni le même corps. Cette distinction est importante pour bien comprendre la diversité de la vie sur Terre à ce moment-là. Les ptérosaures étaient des reptiles, comme les dinosaures, mais ils avaient leur propre manière d'exister. Les fossiles retrouvés montrent des différences très claires dans leurs os. Les scientifiques peuvent ainsi classer les animaux anciens en familles distinctes.
Les ptérosaures étaient très variés. Certains étaient aussi petits qu'un pigeon, d'autres avaient des ailes plus grandes qu'une voiture. Leur apparence n'était jamais exactement la même que celle d'un dinosaure, même si parfois ils avaient des dents, des griffes et une peau écailleuse. La confusion entre les deux groupes existe depuis longtemps. À la fin du XIXe siècle, les premiers fossiles étaient souvent mal compris. On avait peu d'informations et il était difficile de savoir qui était qui. Aujourd'hui, grâce à de meilleurs outils et à la découverte de nouveaux fossiles, les scientifiques savent faire la différence entre un ptérosaure et un dinosaure. Mais dans la vie de tous les jours, cette idée reçue reste très courante. Beaucoup d'adultes et d'enfants disent encore « dinosaure volant » quand ils voient un ptérodactyle en image. Pourtant, il n'existe pas de dinosaure volant de cette taille. Ce sont les ptérosaures qui occupaient le ciel du passé. Il est aussi intéressant de savoir que le mot ptérosaure veut dire lézard ailé. Ce nom vient du grec ancien. Cela montre bien la particularité de ces animaux. Les ailes étaient l'élément le plus remarquable. La membrane des ailes s'étendait du long doigt jusqu'au corps et parfois jusqu'aux pattes arrière. Cette structure était souple mais solide, ce qui permettait aux ptérosaures de battre des ailes, de planer et même de changer de direction rapidement dans l'air. Le fait de voler donnait aux ptérosaures de nombreux avantages. Ils pouvaient échapper aux dangers, chercher de la nourriture sur de grandes distances et trouver des lieux sûrs pour pondre leurs œufs. Les dinosaures restaient surtout sur la Terre, sauf les oiseaux, apparus beaucoup plus tard. Les ptérosaures étaient donc les maîtres des cieux pendant l'ère mésozoïque. Une autre raison pour laquelle les gens confondent parfois ces deux groupes, c'est que leur apparence était impressionnante, parfois même effrayante. Beaucoup de ptérosaures avaient de très grandes têtes, des dents longues et pointues et des ailes qui semblaient presque irréelles. Cette image forte reste facile à retenir. Pourtant, si l'on observe bien, le corps d'un ptérosaure était léger, ses os étaient très fins et creux. Son crâne avait une forme spéciale avec un long bec, souvent sans dents. Les pattes étaient adaptées à la marche ou au décollage, mais le squelette n'était pas aussi robuste que celui d'un grand dinosaure terrestre. Les scientifiques utilisent des détails du squelette pour classer les animaux anciens. Par exemple, ils regardent de près la forme des membres, la manière dont les os du bassin sont reliés, la structure du crâne, l'articulation des dents et le type de peau retrouvé à travers les fossiles. Ces détails, difficiles à voir au début, deviennent faciles à reconnaître avec de l'expérience et de bonnes études. Les recherches montrent aussi que les ptérosaures et les dinosaures ne se comportaient pas pareil. Leur régime alimentaire, leur façon de se déplacer, de pondre des œufs ou d'élever les petits étaient différents. Les ptérosaures utilisaient beaucoup leur vue pour repérer la nourriture, alors que les dinosaures avaient d'autres stratégies selon l'espèce. Les ptérosaures s'installaient sur les falaises, dans les rochers ou sur le sable pour reposer leurs ailes. Les dinosaures préféraient marcher dans les forêts, dans les champs ou près des lacs, au niveau du sol. Un fait très important à comprendre est que les oiseaux modernes ne sont pas les cousins des ptérosaures. Les oiseaux descendent d'un groupe particulier de petits dinosaures à plumes. Les ptérosaures, eux, sont plus éloignés, bien qu'ils partagent le fait d'avoir volé dans le ciel. Cela veut dire qu'apprendre comment les ptérosaures vivaient aide à comprendre que la vie sur Terre a inventé plusieurs fois le vol chez les animaux, mais selon des méthodes différentes. Il existe aussi d'autres animaux anciens, souvent confondus avec les dinosaures, comme les ichthyosaures et les plésiosaures. Ceux-là vivaient surtout dans l'eau. Les ptérosaures, eux, choisissaient le ciel. Dinosaures, ptérosaures, reptiles marins. Tous étaient présents à la même époque, mais tous étaient issus de familles séparées. Cela montre la richesse de la vie ancienne. Faire la distinction entre un dinosaure et un ptérosaure permet d'éviter de se tromper lorsqu'on parle du passé de la Terre. Cette précision aide aussi à mieux apprécier la diversité et l'inventivité de la nature. La Terre d'il y a 100, 200 ou 250 millions d'années était remplie d'animaux étonnants.
Certains couraient très vite, d'autres volaient haut, d'autres nageaient profondément. Apprendre à les reconnaître est un bon moyen de respecter le travail des scientifiques qui découvrent chaque année de nouveaux fossiles et nous aident à comprendre la vie ancienne. À la fin, il est essentiel de retenir cette idée. Les ptérosaures, comme les ptérodactyles, sont un groupe à part. Ils ne sont pas des dinosaures, même s'ils ont vécu au même moment. Cette idée, simple à comprendre, permet de mieux voir la vraie histoire des animaux de l'ère mésozoïque et la richesse du passé de notre monde. Savoir que les ptérosaures étaient vraiment différents des dinosaures permet de se poser une question importante. Quand et comment ces animaux spéciaux sont-ils apparus sur la Terre? L'histoire des ptérosaures commence il y a très longtemps, bien avant que les humains ou même que certains autres animaux n'existent. Pour comprendre où commence cette histoire, il faut remonter jusqu'à l'ère mésozoïque, une époque immense de la Terre qui s'étend sur environ 100 millions d'années, 84 millions d'années. L'ère mésozoïque a été divisée en 3 grandes parties que l'on appelle le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Ce long passage du temps a vu naître, évoluer et disparaître de nombreuses familles d'animaux, dont les fameux ptérosaures. Les premiers ptérosaures sont apparus au début du Trias supérieur. Ce moment remonte à environ 228 millions d'années. À cette époque, la Terre était très différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Les continents étaient rassemblés en une seule grande masse de terre appelée la Pangée. Il n'y avait pas la même division entre les terres et les mers, et les climats étaient parfois extrêmes, chauds et secs ou humides dans certaines régions. Beaucoup des animaux et des plantes qui vivaient alors ne ressemblent pas à ceux que l'on peut voir maintenant. Les ptérosaures sont donc apparus sur une planète jeune, pleine de changements. Leurs ancêtres étaient déjà des reptiles, mais ils restaient au sol ou grimpaient aux arbres sans pouvoir voler. Les scientifiques pensent que le développement du vol s'est fait lentement sur de nombreuses générations. Il a fallu de petites évolutions dans le corps de ces animaux pour arriver à la forme caractéristique des ptérosaures, un squelette léger, des os creux et surtout un doigt très long qui a permis à la peau de former des ailes. Ce grand changement dans la structure du corps a ouvert de nouvelles possibilités. Ces nouveaux reptiles n'étaient pas obligés de rester sur la terre ferme. Ils pouvaient désormais utiliser l'air pour se déplacer, chasser et fuir les dangers plus facilement que d'autres animaux. Les premiers fossiles reconnus de ptérosaures, comme Eudimorphodon et Préondactylus, montrent que même au tout début, il existait déjà plusieurs formes. Eudimorphodon, retrouvé dans des roches vieilles de plus de 210 millions d'années, était un petit ptérosaure aux dents fines. Ses ailes étaient déjà bien développées. Il pouvait très probablement attraper des insectes en vol ou près de l'eau. Préondactylus, lui, avait une apparence différente, avec un museau court et des dents simples. Il vivait probablement à côté des lacs et des rivières. L'étude des fossiles montre que, tout de suite après leur apparition, les ptérosaures ont évolué pour occuper différentes niches. Certains vivaient près de l'eau, d'autres sur des terres sèches, certains dans des forêts. Ils se sont adaptés à de nombreux milieux, montrant une grande capacité à changer pour survivre. Chaque époque de l'ère mésozoïque a vu apparaître des ptérosaures nouveaux. Pendant le Jurassique, qui a commencé il y a environ 199 millions d'années et s'est terminé il y a 145 millions d'années, les ptérosaures sont devenus encore plus variés. Certains sont devenus très grands, d'autres sont restés petits. Les environnements de cette période étaient variés. Les mers étaient plus larges, les forêts couvraient de vastes régions, il y avait de grandes plaines et de nombreuses chaînes de montagnes. Les ptérosaures pouvaient profiter de tous ces milieux. Ils se servaient du vent pour voler loin, trouver de nouvelles terres ou chercher différentes sources de nourriture. Cette diversité s'est encore accentuée pendant le Crétacé, qui a commencé il y a 145 millions d'années et s'est terminé il y a 70 millions d'années, 66 millions d'années. Au cours de cette dernière partie de l'ère mésozoïque, les plus grands ptérosaures jamais découverts sont apparus. Certains possédaient des ailes qui mesuraient de plus de 10 mètres de longueur, comme le Quetzalcoatlus et le fameux Hatzegopteryx. Les milieux naturels étaient aussi différents.
il y avait davantage de fleurs, de plantes à graines, d'insectes nouveaux et de grands prédateurs terrestres et marins. Les ptérosaures ont continué d'occuper leur place dans les airs, créant un groupe d'animaux adaptés à chaque continent et à chaque zone climatique. L'évolution des ptérosaures s'est faite par petits pas, sur des millions d'années. Les scientifiques peuvent voir ces changements dans la forme des ailes, la longueur du crâne, la disposition des dents ou la structure du bassin. À chaque époque, les ptérosaures ont profité de leur capacité à voler pour s'adapter aux changements de la planète. Leurs os fins et légers témoignent de leur besoin de perdre du poids pour rester dans les airs. Les muscles des ailes sont aussi placés d'une façon très particulière, permettant de battre l'air et de planer sur de longues distances. Il y a eu de nombreuses extinctions et changements pendant l'ère mésozoïque. Beaucoup d'animaux ont disparu, mais les ptérosaures ont su traverser ces périodes difficiles. Ils ont survécu à la fin du Trias, quand un grand nombre d'espèces terrestres et marines ont été éliminées par de fortes modifications de la nature. Ils ont aussi résisté à des périodes où les vents, la végétation ou l'arrivée de nouveaux prédateurs rendaient la vie plus compliquée. Leur capacité à s'envoler loin et rapidement a sûrement aidé de nombreux ptérosaures à ne pas disparaître lors de catastrophes locales. La découverte des fossiles anciens aide à comprendre combien la présence des ptérosaures était importante pendant l'ère mésozoïque. Des os et des empreintes ont été retrouvés sur presque tous les continents actuels. Cela montre que, dès le début, ces reptiles volants ont rapidement colonisé de nombreux territoires. Au fil du temps, ils ont formé une famille immense avec des centaines d'espèces différentes. On pense aujourd'hui que certains types de ptérosaures étaient très spécialisés. Par exemple, quelques-uns vivaient près de la mer pour pouvoir manger surtout des poissons. D'autres préféraient les marais ou les terres inondées afin d'attraper des insectes ou des petits animaux. Certains ptérosaures ont même développé des becs de forme étrange pour attraper des fruits ou casser des coquilles dures. Au début du Trias supérieur, la planète subissait de grands changements géologiques. Les volcans étaient nombreux, de grandes montagnes faisaient leur apparition et les océans coupèrent les terres de plus en plus souvent. Les ptérosaures ont su profiter de ces changements pour explorer des endroits isolés. Certains fossiles montrent des ptérosaures adaptés à la vie près des falaises, alors que d'autres vivaient sur de vastes plages, dans des grottes ou dans des deltas encombrés de végétation. Leur capacité à voler leur donnait un avantage tout particulier pour rejoindre des îles ou des endroits où très peu d'autres animaux pouvaient aller. Avec le temps, les ptérosaures se sont retrouvés en concurrence avec d'autres animaux volants. À la fin du Jurassique et surtout au Crétacé, les oiseaux primitifs sont apparus. Ces oiseaux descendaient de petits dinosaures à plumes. Les ptérosaures continuaient d'occuper le ciel, mais devaient partager l'air avec d'autres créatures de plus en plus nombreuses. Les ptérosaures et les oiseaux vivaient parfois dans les mêmes régions, mais leur style de vie et leurs repas étaient souvent différents. Certains ptérosaures ont probablement changé leurs habitudes à ce moment-là pour éviter la concurrence et trouver leur propre nourriture. Les scientifiques étudient les couches de roches pour retrouver la trace des ptérosaures à chaque époque. En observant la position des fossiles, il est possible de savoir à quel moment précis tel ou tel ptérosaure vivait. Par exemple, les fossiles du Jurassique inférieur montrent surtout de petits ptérosaures avec des dents fines. Ceux du Crétacé supérieur sont généralement plus grands, parfois édentés et adaptés à de nouveaux environnements. La forme des ailes, la robustesse du bec et des griffes changent selon l'époque. Cela prouve que l'évolution ne s'est jamais arrêtée. À chaque génération, les ptérosaures ont changé petit à petit pour survivre et mieux utiliser les ressources de la Terre. La fin des ptérosaures coïncide avec la fin de l'ère mésozoïque. Il y a environ 66 millions d'années, un événement destructeur a provoqué la disparition de beaucoup d'espèces. On pense qu'une grande météorite est tombée sur la Terre, causant de grands changements de climat, des incendies monstrueux et un obscurcissement du ciel. Les plantes et les animaux ont été gravement touchés. Les ptérosaures faisaient partie des victimes de cet événement. Leurs os fins, leur dépendance à la nourriture variée et à des habitats précis les ont rendus vulnérables. Après des millions d'années de domination du ciel,
les ptérosaures ont disparu à jamais, laissant seulement leurs fossiles comme témoignage de leur existence. L'histoire des ptérosaures, de leur apparition à leur extinction, est un long voyage à travers différents milieux naturels, climats et continents. Chacune de ces étapes a forgé des espèces adaptées à leur époque. Les fossiles permettent de comprendre comment la Terre était autrefois, ce qui régnait dans les cieux et quels étaient les défis à relever pour survivre. Les scientifiques utilisent aujourd'hui encore de nouvelles technologies comme l'analyse du squelette en 3 dimensions ou l'étude des traces chimiques sur les fossiles, pour suivre avec précision l'évolution des ptérosaures au fil du temps. Il est fascinant de voir que les ptérosaures sont restés présents sur la Terre pendant plus de 150 millions d'années. Si on regarde l'histoire de la planète, cela veut dire qu'ils ont survécu beaucoup plus longtemps que la plupart des familles animales actuelles. Pendant ce temps immense, ils ont traversé des changements de climat, des déplacements de continents, des périodes de sécheresse, des extinctions massives. Leur adaptation a été un modèle de réussite naturelle pendant des millions d'années. Les premiers ptérosaures, petits et discrets, ont ouvert la voie à des familles plus grandes et plus spécialisées. La capacité à voler a permis à ces animaux de découvrir et d'explorer la Terre d'une manière unique, loin des dangers de la surface et proche de toutes les richesses offertes par les écosystèmes de l'époque mésozoïque. Les traces qu'ils ont laissées dans la roche racontent une histoire riche de changements, d'adaptation et d'évolution qui aide chaque jour à mieux comprendre la vie ancienne. Le long chemin parcouru par les ptérosaures, de leur naissance dans le Trias jusqu'à leur disparition à la fin du Crétacé, montre qu'ils ont dû sans cesse renouveler leur façon de vivre pour survivre. Ils ont modifié leur alimentation, leur lieu de vie, la forme de leur corps, la disposition de leurs ailes, la taille de leurs dents et la longueur de leur bec selon les besoins. Les ptérosaures sont un exemple fort d'évolution et de diversité dans la nature ancienne. Grâce à eux, il est possible de découvrir comment la vie peut changer et s'adapter durant des millions d'années. Dans cette histoire, chaque os, chaque trace dans la pierre, chaque fossile raconte un chapitre nouveau du passé de la Terre. La patience et l'ingéniosité des chercheurs permettent aujourd'hui de reconstruire la grande aventure des ptérosaures et de plonger dans les mystères de l'ère mésozoïque. Les ptérosaures ont laissé de nombreux os dans les roches anciennes. Quand on observe ces os de près, on découvre des détails très précis sur leur corps et la manière dont ils vivaient. Un des secrets de leur succès tient dans les particularités de leur squelette et la forme incroyable de leurs ailes. C'est grâce à leurs adaptations spéciales que ces animaux ont pu habiter le ciel et y rester pendant tant de millions d'années. Leur squelette montre des os bien différents de ceux des autres reptiles de leur époque. Les ptérosaures avaient des os très fins et creux. Ces os n'étaient pas solides comme des pierres. À l'intérieur, il y avait des espaces vides remplis d'air, un peu comme des tubes très légers. Grâce à ces os, le poids total de chaque ptérosaure était réduit. Cela les aidait à décoller facilement, à voler longtemps et à atterrir sans se faire mal même après de longues heures passées dans l'air. Le plus frappant, ce sont leurs ailes surprenantes. Les ailes des ptérosaures ne sont pas faites de plumes, mais d'une grande membrane. Cette membrane est étendue entre leurs doigts le plus long, leurs flancs et parfois connectée à leurs pattes arrière. Les scientifiques pensent que ce doigt allongé était très flexible et pouvait guider la membrane comme un cerf-volant. L'aile était donc solide mais souple. Elle pouvait changer de forme pendant le vol. Quand le vent soufflait fort, la membrane s'adaptait pour éviter de se déchirer. Lorsqu'il fallait tourner ou plonger, la membrane et le long doigt allongé pouvaient se plier, donnant aux ptérosaures beaucoup de contrôle. Leur bras est aussi très spécial. Les ptérosaures ont 4 doigts à chaque main, mais chez eux, un seul doigt, le 4e, est très long, parfois plus long que la tête et le tronc réunis. Ce doigt soutient toute l'aile. Les 3 autres doigts sont beaucoup plus courts. Ils servent à agripper ou à se déplacer au sol. Ces détails montrent que le bras des ptérosaures était presque tout entier destiné au vol. Au niveau du corps, on trouve d'autres adaptations. Les vertèbres du cou sont souvent longues et robustes,
car elles soutiennent la tête qui, chez de nombreux ptérosaures, est très longue. Le cou devait être assez fort pour permettre de soulever la tête, attraper des proies ou regarder le paysage. Parfois, chez les plus grands ptérosaures, le cou pouvait mesurer la moitié de tout le corps. Le tronc du ptérosaure était assez court. Il abritait le cœur, les poumons, l'estomac et les autres organes, mais il n'était pas lourd. Cela aidait à réduire la masse totale et donc à économiser de l'énergie pour voler mieux. La queue des ptérosaures pouvait être longue ou courte. Chez les formes anciennes, comme les ptérosaures du Trias, la queue représentait parfois plus du tiers du corps. Ces queues longues étaient terminées par une petite structure plate. On pense que cette structure servait de gouvernail pour garder l'équilibre et diriger le vol. Chez les ptérosaures plus récents, la queue est beaucoup plus courte, parfois à peine visible. Ces animaux avaient trouvé d'autres moyens pour contrôler le vol avec leurs ailes. La disparition de la longue queue correspond donc à une évolution dans la manière de voler. Les ptérosaures n'avaient pas de plumes ni d'écailles classiques sur le corps. Certains fossiles montrent qu'ils étaient recouverts de poils très fins. Ces poils spéciaux, appelés pycnofibres, recouvraient tout le corps, souvent jusque sur la tête et très proche des ailes. Les pycnofibres servaient à protéger du froid, parce qu'en volant haut le matin ou le soir, la température de l'air peut devenir très basse. Ils servaient aussi à sentir les courants d'air et peut-être à transmettre des informations sensorielles au ptérosaure sur son environnement. La tête, chez les ptérosaures, possède elle aussi des caractéristiques spéciales. Beaucoup avaient un crâne très allongé, souvent plus long que le reste du corps. Certaines espèces possédaient une crête osseuse sur le dessus de la tête. Cette crête pouvait être haute, plate, en forme de lame ou arrondie. On pense qu'elle pouvait servir à attirer un compagnon, à montrer à d'autres animaux qui étaient le plus fort ou à guider l'air pendant le vol. Chez certains ptérosaures, la crête était faite d'os, chez d'autres, elle était simplement couverte de peau et de tissu mou. Le bec est très variable selon les espèces. Certains possédaient un bec long et fin, parfait pour attraper des poissons ou des insectes. D'autres avaient un bec large et puissant, idéal pour casser des coquillages ou manger des fruits durs. Chez certains animaux, le bec était même bordé de dents bien visibles, alors que d'autres n'avaient pas de dents du tout. Les dents, quand elles sont présentes, sont souvent fines et pointues, disposées comme des peignes. Chaque adaptation du bec et des dents correspond à un régime alimentaire précis. Les yeux des ptérosaures étaient placés assez haut sur le crâne, ce qui leur offrait une vue large. Leurs yeux étaient proportionnellement grands, ce qui suggère qu'ils pouvaient bien voir dans différentes conditions de lumière, peut-être même dans la pénombre ou la nuit. Un bon sens de la vue permettait de repérer les proies de loin ou de voir des obstacles pendant le vol. Les oreilles sont petites, mais les fosses auditives montrent que les ptérosaures avaient un bon sens de l'audition. Il est probable qu'ils percevaient des sons faibles à distance. Cela pouvait servir à entendre les cris des autres animaux, repérer un danger ou trouver des membres de leur groupe. Le cou des ptérosaures est soutenu par des vertèbres spéciales très allongées et parfois soudées entre elles pour plus de solidité. Cela permettait à la tête de rester stable en vol et d'éviter que le vent la fasse trop bouger. Chez les géants comme Azegopteryx, avoir un cou solide aidait aussi à saisir de grosses proies ou à briser des carcasses. Le thorax montre la présence d'os du sternum plats et larges. Ce sternum servait de point d'attache pour les muscles du vol. Les muscles pectoraux sont essentiels pour battre des ailes avec force et maintenir le corps dans les airs pendant de longues périodes. Les fossiles montrent parfois des traces de ces muscles, comme des empreintes ou des marques là où ils étaient attachés. Les pattes arrière ne sont pas adaptées à la course rapide, mais plutôt à la marche ou à la pose sur le sol ou dans les arbres. Les pieds ont souvent des griffes recourbées. Ils permettaient aux ptérosaures de s'accrocher à des branches, à des rochers ou même aux parois de falaises lors du repos. Quand ils étaient au sol, les ptérosaures se déplaçaient avec les ailes repliées et utilisaient leurs membres comme appui. On a retrouvé des fossiles de jeunes ptérosaures. Ces fossiles montrent que leur corps était déjà bien formé, même à la naissance ou à l'éclosion de l'œuf. Les petits ptérosaures possèdent tout de suite des ailes, mais dans une version miniature. Cela montre que beaucoup étaient capables de voler très tôt dans leur vie. Cela les aide à se sauver des dangers et à trouver leur propre nourriture dès les premiers jours.
Il est possible que certains parents surveillaient les petits, mais les preuves sur cette question sont rares. Les spécialistes pensent surtout que les jeunes ptérosaures étaient autonomes. Les ptérosaures utilisaient différentes techniques pour voler. Les fossiles montrent des traces d'attachement musculaire puissants. La structure de leur épaule permettait de battre des ailes vers le haut et vers le bas, mais aussi de faire pivoter leurs ailes, ce qui aidait à tourner ou à freiner. À l'intérieur de la membrane de l'aile, de nombreux vaisseaux sanguins circulaient. Cela garde la membrane en bonne santé et permet de la réparer rapidement si elle est blessée. La surface de l'aile n'était pas lisse mais remplie de fibres spéciales. Ces fibres donnèrent de la résistance et de la souplesse, un peu comme une toile tendue par un filet invisible. En cas de vent fort ou de contact avec des branches, la membrane pouvait se plier ou se réparer vite. La couleur exacte de ces ailes est difficile à connaître. Certains fossiles montrent que les membranes pouvaient présenter des taches ou des zones plus sombres, sans doute pour se cacher ou pour se reconnaître. Pour économiser de l'énergie, certains ptérosaures planaient longtemps. Ils utilisaient les vents, les courants d'air chaud venant du sol ou de la mer pour rester en altitude sans bouger les ailes. Cela leur permettait de traverser de grands espaces, trouver des zones riches en nourriture ou éviter les prédateurs au sol. La forme générale du corps était très différente selon chaque espèce. Quelques ptérosaures étaient petits et compacts, d'autres très grands et élancés. Certains avaient une envergure de moins d'1 mètre, d'autres de plus de 10 mètres. Leur squelette s'adaptait toujours à leur taille et à leur poids. Pour les géants comme Quetzalcoatlus, tout était allégé. La tête, le cou, le tronc, les membres, même la membrane de l'aile était plus fine. Les fossiles rares qui conservent l'empreinte de la peau montrent que les ptérosaures avaient rarement une armure d'écailles. Leur peau était souvent nue, couverte seulement par les pycnofibres. Cela favorisait la légèreté, la souplesse et la rapidité du vol. Certains ptérosaures possédaient des sacs aériens internes, semblables à ceux de plusieurs autres reptiles volants. Ces sacs allégeaient encore plus le corps et donnaient une grande capacité à respirer vite, même quand l'air était mince en altitude. Les particularités du vol sont évidentes dans la position de tous leurs membres. Les 3 courts doigts de la main servaient beaucoup au sol pour grimper ou marcher. Le long doigt soutenait la membrane. Le pouce, plus court, pouvait parfois agripper mais servait surtout de stabilisateur latéral. Les pattes arrière gardaient l'animal en équilibre au sol ou appuyaient la marche, mais elles n'étaient ni grandes ni puissantes comparées aux membres antérieurs. Le bassin montre aussi des changements pour faciliter le vol. Il est souvent large et plat, ce qui permet d'attacher de nombreux muscles des pattes et de l'aile. Les os sont nombreux, mais tous légers. Le crâne montre souvent des ouvertures assez grandes qui réduisent le poids total de la tête. Parfois, on trouve des fosses au niveau du bec ou du sommet du crâne. Ces ouvertures sont couvertes de peau ou de tissu mou, mais permettent de garder la tête légère. En étudiant ces détails anatomiques, les chercheurs comprennent que le ptérosaure était vraiment adapté à l'air. Chaque partie de son corps a évolué pour voler, surveiller son environnement depuis le ciel, trouver sa nourriture et survivre dans des milieux parfois très durs. Leur diversité de tailles et de formes, la finesse de leurs os, la mémoire de leur vol plané ou battu, tout montre combien ils étaient originaux et spécialisés. Les particularités de leur corps et leur technique de vol expliquent pourquoi ils ont pu occuper tant de régions différentes pendant des millions d'années. Cette capacité à s'adapter, à changer de forme ou de taille, à utiliser des détails très précis de leur anatomie, est ce qui rend les ptérosaures uniques dans l'histoire de la vie sur Terre. Cela a ouvert la voie à une immense diversité d'espèces qui, chacune, à sa manière, profitaient du ciel et de tous les milieux présents à cette époque ancienne. Grâce à la variété de leur corps, les ptérosaures ont pu vivre dans de nombreux milieux très différents. Leur histoire est remplie d'exemples d'animaux petits, moyens ou immenses, tous adaptés à des besoins et à des environnements particuliers. Si on regarde les fossiles retrouvés partout sur la planète, on découvre que la diversité des tailles, des formes et des modes de vie chez les ptérosaures était bien plus grande que ce que la plupart des gens imaginent. Certains ptérosaures étaient très petits.
Leur envergure, c'est-à-dire la distance d'une extrémité d'aile à l'autre, mesurait parfois moins de 50 cm. Ces espèces vivaient près de l'eau, dans les forêts ou sur les rives des lacs et des rivières. Avec un corps léger et des ailes fines, ils se faufilaient facilement entre les branches ou au-dessus de l'eau. Beaucoup avaient une tête assez courte, un bec très fin et des dents minuscules faites pour attraper des insectes. Leur vie quotidienne consistait souvent à voler bas, à chercher leur nourriture sur les plantes, à se poser sur des rochers ou à s'abriter dans des troncs d'arbres creux. Au contraire, d'autres ptérosaures étaient énormes. Les plus grands découverts par les scientifiques atteignaient parfois une envergure de 11 ou 12 mètres et pouvaient mesurer autant qu'un bus de ville. Ces géants, comme Quetzalcoatlus et Azegopteryx, possédaient de très longues ailes, un cou long et droit et une tête immense avec un bec puissant. Leurs os étaient toujours creux et légers, mais leur taille leur permettait de parcourir de longues distances sans s'arrêter. Ils planaient très haut, profitaient du vent pendant des heures et descendaient parfois sur la terre ferme pour trouver des carcasses ou chasser de petits animaux. Entre ces deux extrêmes, il existait de nombreuses tailles et formes de ptérosaures. Certains avaient des ailes larges et arrondies, d'autres des ailes plus étroites en forme de pointe. Certains avaient un corps compact adapté à la vie dans des espaces fermés, d'autres étaient élancés pour mieux voler à grande vitesse. Il y a eu des ptérosaures au museau très long, d'autres au bec court et massif. Les scientifiques décrivent des dizaines de familles différentes, chacune adaptée à une niche particulière. La diversité des têtes est aussi impressionnante. Chez certains ptérosaures, la tête était très longue, parfois presque aussi grande que la moitié du corps. D'autres avaient des têtes courtes et arrondies. Certains portaient des crêtes osseuses énormes. Par exemple, le ptéranodon portait une crête qui s'étirait loin derrière le crâne. On pense que ces crêtes servaient à attirer d'autres membres de leur espèce, à se reconnaître ou à garder l'équilibre pendant le vol. Sur d'autres ptérosaures, la crête était très fine, droite ou même en forme de lame. Il existait aussi des espèces où la crête était couverte de peau colorée pour se faire voir de loin. À l'intérieur de la bouche, les dents pouvaient être très variées, longues et fines, courtes et pointues, espacées ou serrées. Quelques ptérosaures n'avaient aucune dent. Leur bec était lisse. D'autres présentaient des rangées de dents presque comme un peigne, qui leur permettaient de filtrer de petits animaux ou de capturer des poissons glissants. Certaines mâchoires étaient parfaitement adaptées à leur nourriture préférée. Le bec diffère aussi beaucoup. Il pouvait être allongé, effilé, large, puissant, étroit ou épais. Cette variété dans la forme du bec correspond à une nourriture différente pour chaque espèce. Les becs longs et fins servaient surtout à attraper des poissons près de la surface de l'eau. Les becs puissants étaient faits pour broyer des coquillages ou casser la carapace d'animaux durs. Les becs plats ou arrondis pouvaient ramasser des feuilles ou des fruits tombés au sol. La forme des ailes change selon le mode de vie. Quand un ptérosaure vivait dans des endroits ouverts, comme les plages, les lacs ou les grandes plaines, il avait souvent de longues ailes minces pour planer longtemps et parcourir de grandes distances en utilisant peu d'énergie. Dans les forêts, les ptérosaures arboraient des ailes plus courtes et larges, utiles pour tourner rapidement entre les arbres, éviter les obstacles ou chasser des insectes volants. Certains ptérosaures vivaient près des rivières et des marais. Ceux-ci possédaient des membres solides pour marcher sur la boue ou s'y accroupir avant de pêcher. Les pattes arrière étaient plus fortes et parfois munies de griffes permettant de se stabiliser. D'autres vivaient sur les falaises ou les îlots rocheux. Ils étaient capables de s'accrocher à la pierre avec leurs pattes crochues, de grimper et de se reposer en hauteur, loin des prédateurs. La question de la couleur du corps reste difficile à connaître exactement car la peau s'est rarement conservée. Toutefois, certains fossiles présentent des traces de pigmentation. Il est probable que certains ptérosaures affichaient des couleurs variées pour se cacher des prédateurs, attirer des partenaires ou se repérer entre eux. Chez certains, il y avait de grands motifs ou des taches sur la membrane de l'aile. D'autres semblaient plus uniformes, peut-être bruns, gris ou vert pour mieux se camoufler dans la nature. L'alimentation des ptérosaures était aussi très variée.
Ceux qui vivaient près de la mer ou des rivières appréciaient surtout les poissons. Ils utilisaient leurs longs becs effilés pour les saisir dans l'eau. D'autres préféraient les crabes, les coquillages ou même les petits reptiles. Les ptérosaures des terres consommaient parfois des fruits, des graines et de petits animaux terrestres comme les lézards ou les amphibiens. Quelques espèces semblaient adaptées à filtrer la boue ou l'eau douce à la recherche de petits vers et d'insectes. La taille du corps influençait beaucoup la manière de se nourrir. Les petits ptérosaures devaient manger souvent. Ils trouvaient de nombreux insectes, larves ou petits poissons. Les grands ptérosaures, eux, pouvaient résister plus longtemps sans manger, mais cherchèrent des proies plus importantes, gros poissons, reptiles petits ou même jeunes dinosaures pris au sol. Certains géants profitaient des animaux morts, jouant un rôle important pour la propreté de leur environnement, car ils nettoyaient la nature des restes de carcasses. Le comportement des ptérosaures changeait aussi selon leur taille et leur habitat. Les petits étaient sûrement très agiles, rapides dans le ciel, capables de changer de direction en un instant. Les moyens vivaient souvent en groupe, ils se regroupaient près de l'eau, volaient ensemble ou chassaient de façon collective. Les plus grands passaient beaucoup de temps à planer, cherchant les courants d'air chaud pour s'élever facilement sans trop d'efforts. Leur vol puissant leur permettait d'aller d'une région à une autre en peu de temps. Certains ptérosaures pondent leurs œufs dans des nids simples creusés dans le sable ou la terre. Des restes de nids fossilisés ont été retrouvés dans certaines couches géologiques en Chine et en Argentine. On remarque dans certains sites de nombreux œufs ensemble, ce qui suggère que les ptérosaures pouvaient se rassembler en colonies, un peu comme certains oiseaux aujourd'hui. Cela offrait une meilleure protection contre les voleurs et les dangers. Chez les jeunes ptérosaures, le développement était très rapide. Certains fossiles montrent que les ailes pouvaient déjà battre avant même que l'animal ne sorte complètement de sa coquille. Très tôt, les petits étaient capables de voler, ce qui leur permettait d'éviter les dangers comme les gros reptiles ou les dinosaures qui pouvaient les manger. Les jeunes ptérosaures grandissaient vite. En quelques semaines, ils pouvaient atteindre la taille adulte et partir à la recherche de nourriture loin du nid. Les ptérosaures vivaient parfois près d'autres grands reptiles, dinosaures, crocodiles, tortues ou lézards géants du Mésozoïque. Sur une même plage, il y avait plusieurs espèces différentes, vivant chacune à leur façon. Les ptérosaures occupaient le ciel et cherchaient la nourriture là où les autres animaux ne pouvaient pas l'atteindre. Cela montrait leur capacité à exploiter des ressources très variées. Certains ptérosaures vivaient dans des régions froides ou humides. Les pycnofibres, ces petits poils, protégeaient leur corps du froid. Ils étaient actifs la journée, mais certains devaient aussi sortir la nuit pour profiter des insectes ou pour éviter les prédateurs diurnes. Leur bonne vue et leur capacité à sentir les courants d'air les aidaient à se déplacer dans des conditions difficiles. Au fil du Mésozoïque, de nouvelles espèces sont apparues, tandis que d'autres disparaissaient. Les changements de climat, la montée ou la disparition des mers, la naissance de nouvelles plantes ou l'évolution d'autres groupes animaux ont joué un rôle important dans la diversité des ptérosaures. Chaque famille nouvelle s'adaptait à une région, à un régime alimentaire, à une façon de voler ou d'utiliser le sol ou l'eau pour sa propre survie. Les scientifiques ne cessent de trouver de nouvelles espèces. Chaque fossile donne des informations sur la façon dont vivaient les ptérosaures, comment leur corps était adapté à l'endroit précis où il a été découvert, ce qu'ils mangeaient, et comment ils se protégeaient des dangers. Les restes fossiles retrouvés sur différents continents prouvent que cette famille d'animaux était capable de traverser des mers, d'occuper des îles isolées, de vivre dans des vallées, des montagnes, des marécages, des plages ou même dans des régions arides. L'influence de la diversité sur la durée de vie des ptérosaures a été très forte, parce qu'ils pouvaient changer de taille, de forme et de mode de vie selon les besoins. Ils ont pu survivre aux changements violents du monde mésozoïque. Les espèces qui disparaissaient laissèrent la place à de nouvelles formes, mieux adaptées aux nouvelles conditions. C'est dans cette grande diversité que réside la force des ptérosaures et leur longue présence sur Terre. En observant tous ces détails dans les fossiles,
il devient clair que chaque espèce de ptérosaure avait sa façon de se nourrir, de vivre, de chasser ou d'élever ses petits. Il n'existait pas une unique manière d'être ptérosaure, mais une constellation de solutions inventées par la nature pour répondre à tous les défis de leur époque. Leur histoire nous montre comment la vie peut prendre de très nombreuses formes, se changer selon les besoins et occuper presque tous les milieux possibles. C'est cette diversité qui permet de mieux comprendre le succès des ptérosaures et leur place unique dans l'histoire de la vie ancienne sur notre planète. Cette grande variété parmi les ptérosaures amène à découvrir certains exemples vraiment extraordinaires. L'un des plus impressionnants est Hatzegopteryx, un animal presque géant parmi les ptérosaures, montré clairement par les fossiles retrouvés. Comprendre Hatzegopteryx permet de mieux voir à quel point certains ptérosaures étaient particuliers et capables de remplir un rôle unique dans la nature ancienne. Hatzegopteryx vivait vers la fin du Crétacé, il y a environ 70 millions d'années. Les restes fossiles de cet animal ont été retrouvés principalement dans la région qui est aujourd'hui la Roumanie, sur l'île de Hatzeg. À cette époque, l'Europe de l'Est était composée de petites îles séparées par la mer. Sur l'île de Hatzeg, Hatzegopteryx occupait le sommet de la chaîne alimentaire. Il n'y avait pas de grands dinosaures carnivores sur cette île, ce qui a permis à certains ptérosaures de devenir les plus grands prédateurs du territoire. La taille d'Hatzegopteryx est vraiment notable. D'après les fossiles retrouvés, ce ptérosaure pouvait avoir une envergure d'environ 10 à 12 mètres. Cela veut dire que d'une aile à l'autre, il pouvait couvrir la largeur d'une grande maison. Sa masse corporelle se situait probablement autour de 200 kg, ce qui est très important pour un animal volant. Son corps était certes léger grâce à ses os creux, mais sa structure restait très solide, surtout pour un ptérosaure aussi grand. Le crâne d'Hatzegopteryx mesurait environ 3 mètres de long. Ce crâne était court et très robuste en comparaison à d'autres ptérosaures, qui avaient des têtes plus fines et plus effilées. La largeur du crâne et la forme du bec donnaient une puissance énorme à la morsure. Ses mâchoires étaient assez larges pour croquer des proies importantes, et les muscles attachés au crâne devaient être très puissants. Les scientifiques pensent qu'Hatzegopteryx mangeait des animaux plus grands que les proies habituelles des ptérosaures. Son bec solide lui permettait de saisir, briser et même digérer des os. Il pouvait s'attaquer à de jeunes dinosaures, à de gros lézards ou à des reptiles présents sur son île. Certaines études montrent que ses mâchoires pouvaient provoquer une pression suffisante pour casser des os épais, ce qui était très rare chez les autres ptérosaures de la même époque. Hatzegopteryx était donc probablement à la fois un chasseur et un charognard, capable de consommer aussi bien des proies vivantes que des carcasses trouvées dans la nature. La structure du cou était aussi remarquable. D'autres grands ptérosaures possédaient des coups longs et fins, mais Hatzegopteryx avait un cou très court, large et solide. Les os du cou étaient renforcés par des structures internes épaisses, ce qui permettait de soutenir la lourde tête sans risquer de se briser lors d'un choc, lors d'une morsure ou d'un mouvement rapide. Ce type de coup court était parfait pour des attaques puissantes, pour maintenir une proie au sol, pour déchirer la viande ou pour porter le crâne massif sans déséquilibre. L'aile d'Hatzegopteryx était, comme chez tous les ptérosaures, composée d'une longue membrane souple attachée à un doigt très allongé. Mais chez cet animal géant, les ailes étaient particulièrement larges et épaisses pour supporter le poids du corps durant le vol. Les muscles du thorax et de l'épaule étaient très développés, comme le montrent les fossiles des os d'attache. Le squelette était optimisé pour une vie en partie en vol et en partie au sol. On pense qu'Hatzegopteryx pouvait voler sur de longues distances, mais qu'il préférait souvent marcher ou rester à terre pour chercher sa nourriture de façon efficace. La vie sur l'île de Hatzeg n'était pas facile. Les territoires étaient limités, la quantité de nourriture dépendait beaucoup des saisons et les autres animaux étaient souvent plus petits. Ce qui a permis à Hatzegopteryx de survivre et de devenir un prédateur dominant, c'est sa capacité à utiliser toutes ses forces. Le vol pour repérer ses proies ou trouver des cadavres de loin,
son large bec pour casser les os et consommer toutes les parties des animaux, ses pattes solides pour marcher et faire de grands déplacements au sol, ses sens développés pour détecter les mouvements autour de lui. Le crâne d'Adzegopteryx montre aussi quelques particularités. Les orbites, là où se trouvent les yeux, sont larges, ce qui laisse penser que la vue de cet animal était très bonne, peut-être meilleure que celle de la plupart des autres ptérosaures. Sa mâchoire est dépourvue de dents, ou alors présente des dents très réduites. Le bec est particulièrement dur, fait pour résister à des chocs ou à la pression causée par la chasse ou le broyage d'os. Les fossiles trouvés près de ceux d'Adzegopteryx indiquent qu'il côtoyait d'autres types d'animaux sur l'île. Il y avait par exemple des petits dinosaures herbivores, des reptiles aquatiques, parfois des oiseaux anciens ou des amphibiens, mais aucun grand prédateur terrestre. Cette situation unique a permis à Adzegopteryx d'occuper un rôle presque exclusif de prédateur supérieur, ce qui est très rare pour un ptérosaure. Pour la reproduction, il est possible qu'Adzegopteryx pondait ses œufs dans de simples trous au sol, protégés par des branches ou des feuilles. Les petits naissaient développés, capables de se déplacer rapidement, peut-être même de voler peu de temps après la naissance pour éviter les dangers. Ces jeunes devaient grandir rapidement pour atteindre la taille adulte et survivre aux premiers mois, une période pleine de risques dans ce milieu complexe. Le comportement d'Adzegopteryx devait être très différent de celui des ptérosaures qui vivaient près de la mer. Il n'avait pas besoin de passer son temps à pêcher ni de chercher ses repas dans l'eau. Ses recherches de nourriture se concentraient sur la terre ferme, où il pouvait voir de loin, repérer des carcasses ou des proies, puis s'approcher rapidement sur le sol grâce à sa grande taille et à la force de ses pattes. La solidité de son squelette montrait qu'il était bien adapté pour supporter des chocs, pour lutter contre d'autres animaux lors de disputes ou pour défendre sa nourriture. Son bec puissant pouvait aussi lui servir à briser des coquilles dures ou des carapaces, ce qui augmentait la variété de son alimentation. Sur l'île, il pouvait consommer presque tout ce qui était disponible, ce qui fait de lui un animal très flexible et opportuniste. Adzegopteryx est un bon exemple de spécialisation extrême dans la famille des ptérosaures. Il n'était pas le seul géant du Crétacé. D'autres comme Arambourgiania ou Quetzalcoatlus étaient aussi très grands, mais chacun avait ses propres différences dans la forme du corps, du bec ou dans la manière de trouver sa nourriture. Adzegopteryx montre que les ptérosaures n'étaient pas tous des pêcheurs légers ou des chasseurs d'insectes. Certains, dans certaines régions du monde, pouvaient devenir les plus grands et les plus puissants prédateurs de leur environnement. Les chercheurs continuent d'étudier les os d'Adzegopteryx pour comprendre tous les détails de sa vie. Ils examinent la forme exacte des os du crâne, la structure interne du cou ou la composition de la membrane d'ailes fossilisée. Ces recherches montrent souvent des surprises, comme la solidité inattendue des os ou les marques laissées par les muscles sur les os du thorax et de l'épaule. Cela permet de reconstituer son apparence, ses habitudes, ses capacités physiques et d'imaginer la vie quotidienne sur l'île de Haseg il y a des dizaines de millions d'années. D'autres fossiles retrouvés sur la même île montrent parfois des traces de morsures ou d'éraflures sur les os de petits dinosaures ou de reptiles. Ces marques correspondent bien à la forme du bec d'Adzegopteryx, ce qui prouve son rôle de prédateur ou de charognard. On pense même qu'il pouvait parfois effrayer les autres animaux juste par sa taille et sa force. Les autres reptiles ou les oiseaux devaient attendre qu'Adzegopteryx ait terminé son repas avant de pouvoir s'approcher d'une carcasse. La vie d'Adzegopteryx était marquée par de nombreux défis. Il devait parfois parcourir de grandes distances pour trouver de la nourriture, surveiller le territoire pour repérer d'autres prédateurs ou défendre ses petits. Il devait s'adapter aux changements de saison, aux variations de température ou à la disponibilité en proie. Son intelligence et ses capacités sensorielles l'aidaient à survivre dans cet environnement insulaire, souvent imprévisible. La découverte d'Adzegopteryx a beaucoup changé la vision que les scientifiques avaient des ptérosaures. Pendant longtemps, on croyait que les plus grands animaux du Mésozoïque étaient uniquement des dinosaures terrestres. Avec le temps, l'étude de ptérosaures géants comme Adzegopteryx a prouvé que les maîtres du ciel pouvaient aussi dominer au sol.
dans certains contextes particuliers. Cette découverte a montré l'importance de regarder chaque animal ancien dans son environnement réel, avec toutes ses particularités. L'étude de cas d'Adzegopteryx aide aussi à comprendre la diversité écosystémique des ptérosaures. Sur chaque continent, à chaque époque, cette famille animale a formé des espèces très différentes, adaptées aux besoins locaux. Adzegopteryx est unique, mais il s'inscrit dans un tableau beaucoup plus large de formes et de modes de vie variés au sein des ptérosaures. Sa force, sa taille, sa stratégie alimentaire et ses habitudes témoignent de la grande capacité d'adaptation de ce groupe, capable de conquérir des environnements très différents. Les paléontologues espèrent toujours trouver de nouveaux fossiles d'Adzegopteryx, notamment des ossements entiers d'ailes, de queues ou de jeunes individus pour mieux comprendre sa croissance, sa reproduction et sa vie quotidienne en détail. Chaque nouvel os permet de compléter l'image et de mieux comprendre comment un ptérosaure de cette taille s'intégrait dans son environnement. L'exemple d'Adzegopteryx n'est qu'un cas parmi les centaines de formes différentes de ptérosaures qui ont existé à travers le monde au cours des millions d'années du Mésozoïque. Toutes ces espèces, grandes ou petites, montrent comment la vie ancienne a été capable d'inventer des solutions variées pour occuper tous les milieux possibles, du ciel aux petites îles, des plages aux grandes plaines, des forêts aux montagnes. Les ptérosaures sont ainsi restés, pendant des millions d'années, parmi les animaux les plus fascinants et les plus adaptés de leur temps. La réussite d'animaux comme Adzegopteryx montre que les ptérosaures ont réussi à occuper beaucoup de territoires très différents à travers le monde. Quand on regarde tous les fossiles découverts, on voit que ces reptiles volants étaient présents sur presque tous les continents, même dans des milieux très éloignés ou dans des endroits aujourd'hui disparus, comme de vieilles îles ou des plaines anciennes. Leur répartition était beaucoup plus large que celle de beaucoup d'autres animaux de leur époque. Au Mésozoïque, la planète n'avait pas encore les mêmes formes de continents qu'aujourd'hui. Les terres étaient souvent réunies en grands blocs ou coupées par des mers intérieures. À cette époque, il existait des grands pays comme la Laurasie, qui regroupaient ce qui allait devenir l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord, et le Gondwana, composé de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Antarctique, de l'Inde et de l'Australie. Les ptérosaures sont apparus alors que la Terre changeait énormément, avec l'ouverture de nouveaux océans, l'éloignement des terres et la naissance de grandes chaînes de montagnes. Des fossiles de ptérosaures ont été trouvés sur tous ces continents anciens. Cela montre que ces animaux savaient franchir de longues distances, traverser des mers et s'adapter à tous les milieux. Sur chaque continent, les scientifiques ont découvert des espèces différentes. De petits ptérosaures près des rivières en Chine, des espèces plus grandes le long des côtes américaines, des géants comme Quetzalcoatlus au Texas, des formes robustes comme Adzegopteryx en Europe et des sortes encore différentes dans des régions qui correspondent aujourd'hui au Maroc, au Brésil, à l'Argentine, à l'Australie ou à la Mongolie. Cette grande répartition prouve que les ptérosaures pouvaient vivre dans des milieux très variés. Beaucoup de ptérosaures préféraient les côtes marines ou les plages. Ces endroits offraient un accès facile aux poissons, aux coquillages et à de nombreux petits animaux marins. Les falaises aussi étaient des lieux très recherchés pour faire des nids, se reposer ou surveiller la mer en cherchant de la nourriture. Sur les rives des fleuves et des lacs, d'autres espèces profitaient de la boue, des petits animaux aquatiques ou des insectes venant se poser sur l'eau. Les ptérosaures ne vivaient pas tous au bord de la mer ou des lacs. Quelques espèces ont été retrouvées dans des régions aujourd'hui désertiques, mais qui à l'époque étaient couvertes de plantes, de forêts ou de marécages. On a même découvert des fossiles dans des anciennes montagnes où le climat était plus froid, ou sur des terres à la limite des zones polaires de l'époque. Les fossiles trouvés dans le désert de Gobi en Mongolie montrent que des ptérosaures vivaient dans des paysages de savanes ouvertes, parsemés d'arbres et de cours d'eau. En Amérique du Sud et en Afrique, la découverte d'espèces très particulières montre qu'il y avait des ptérosaures adaptés à la vie dans les forêts humides, où il fallait attraper des petits animaux terrestres, des fruits
ou des insectes vivant au sol ou dans la végétation dense. Dans les régions qui sont aujourd'hui le Brésil, le Maroc et la Tunisie, on a mis au jour des fossiles de ptérosaures qui vivaient à proximité de lagunes, de deltas, de bras de mer ou de grandes rivières. Leurs dents et leurs becs étaient spécialement formés pour saisir des poissons ou pour ramasser de petits animaux dans la boue. Certains possédaient même des adaptations pour filtrer l'eau et retenir seulement la nourriture. Dans d'anciennes zones qui correspondent aujourd'hui au Canada, à l'Alaska ou à la Russie, les ptérosaures pouvaient supporter des températures plus basses, surtout pendant la nuit ou lors des saisons plus froides. Leurs pycnofibres, ces petits poils fins, jouaient alors un rôle pour garder la chaleur du corps et éviter de perdre l'énergie dans l'air froid. Sur des îles isolées, comme l'île de Hatzeg en Europe, les ptérosaures vivaient dans des milieux particuliers. Le manque de grands prédateurs terrestres a permis à certaines espèces géantes de devenir les animaux dominants du sol. D'autres îles, en Grèce ou dans la mer du Sud, ont livré aussi des fossiles de ptérosaures moyens, souvent adaptés à des plantes ou à des animaux très locaux. La façon dont les ptérosaures s'adaptaient à tous ces milieux dépendait beaucoup de leur corps et de leurs habitudes. Les espèces qui vivaient au bord de la mer avaient souvent de longues ailes faites pour planer, un bec fin ou recourbé, parfois des dents pointues pour saisir les poissons. Celles des forêts ou des zones humides avaient des ailes plus courtes et larges, des pattes plus solides pour s'accrocher ou pour marcher entre les branches, et souvent un bec adapté à de nombreux types de nourriture, pas seulement aux poissons. Les ptérosaures des milieux ouverts, comme les plaines ou les savanes, utilisaient leur vue très développée pour observer le sol loin devant eux, surveiller les mouvements des animaux, trouver un endroit sûr pour se poser, pondre leurs œufs ou chercher un groupe pour s'y réunir. Parfois, ils choisissaient des endroits abrités du vent, près d'une falaise, contre un rocher ou sous de grands arbres, pour construire leur nid ou attendre que la météo soit plus douce. Les chercheurs pensaient avant que les ptérosaures ne pouvaient vivre que près de l'eau, mais de nombreuses découvertes récentes montrent qu'ils ont su occuper presque tous les types d'environnements. Leurs groupes fossiles dans des régions autrefois tempérées, chaudes ou froides prouvent leur grande capacité à survivre et à se reproduire partout où ils le pouvaient. La présence de ptérosaures sur tous les continents montre aussi une capacité à voyager sur de très longues distances. Beaucoup d'espèces, surtout les plus grandes, étaient capables de parcourir plusieurs centaines de kilomètres sans s'arrêter. Elles suivaient les vents, les courants d'air chaud, ou profitaient de courtes haltes pour boire, chasser ou se reposer. Ces vols permettaient de coloniser de nouveaux espaces, de rejoindre d'autres groupes ou de trouver des territoires où la nourriture était plus abondante. Il existe des preuves que certains ptérosaures vivaient en groupes assez grands. Sur certains sites du Brésil ou de Chine, des dizaines de fossiles d'une même espèce ont été retrouvés ensemble, parfois avec des fossiles d'œufs ou de jeunes. Cela montre qu'ils pouvaient se rassembler pour nicher, élever les petits ou se protéger des prédateurs. Les colonies de ptérosaures étaient souvent situées dans des endroits bien choisis, près de la nourriture, à l'abri du vent, loin des dangers terrestres. Les ptérosaures n'habitaient pas seulement la surface des terres. Leur manière de voler leur permettait aussi d'atteindre des endroits en hauteur, comme les sommets rocheux inaccessibles aux autres animaux. Les falaises au-dessus de la mer étaient des lieux privilégiés pour déposer les œufs, attendre le retour des adultes ou contempler le paysage avant de s'élancer à nouveau dans le ciel. Dans certaines régions, la compétition avec d'autres animaux était forte. Près des fleuves, ils partageaient l'espace avec des crocodiles anciens, de grands poissons ou des oiseaux primitifs. Sur les terres sèches, d'autres reptiles et de petits dinosaures cherchaient la même nourriture. Grâce à leur capacité à voler, les ptérosaures échappaient souvent aux menaces, mais ils devaient aussi être attentifs pour éviter de tomber sur un prédateur ou un rival. Parfois, la taille du ptérosaure était un avantage déterminant pour choisir un habitat. Les petits pouvaient nicher entre des racines, dans des grottes ou des anfractuosités rocheuses. Les grands avaient besoin de larges espaces ouverts, les plages, les vastes plaines ou les hauteurs exposées. L'accès à la nourriture, la sécurité des petits
la tranquillité pour se reposer faisait partie des critères de choix. Les fossiles découverts dans des endroits très éloignés les uns des autres montrent que lors de certaines périodes, plusieurs espèces de ptérosaures vivaient côte à côte. On trouve parfois sur le même site des ptérosaures spécialisés pour la pêche, d'autres adaptés à la chasse ou à la collecte de fruits et d'insectes. Cela prouve que même sur un territoire commun, chaque espèce pouvait trouver sa place grâce à des détails du corps, une alimentation précise ou des habitudes de déplacement différentes. La vie sur des îles isolées posait des défis particuliers. La nourriture pouvait manquer, la concurrence était parfois forte et il fallait résister aux tempêtes, aux changements de milieu ou à l'arrivée d'animaux nouveaux venant d'autres terres. Les ptérosaures qui réussissaient à survivre développaient alors des adaptations uniques, changements de taille, modification du bec, renforcement du corps ou évolution particulière du comportement social. Les découvertes faites en Afrique du Nord montrent qu'il existait des ptérosaures spécialement adaptés à la vie dans des zones de dunes, sur les rivages ou dans les marécages temporaires. Ceux du Canada ou du Montana portaient des corps plus robustes pour la vie dans les étendues ouvertes, loin des côtes. En Australie, des formes particulières vivaient au milieu des forêts, parmi des plantes très différentes de celles du reste du monde. Cette adaptation locale explique pourquoi chaque région abrite ses espèces propres. Pour chaque région, les scientifiques parviennent à reconstituer le décor de la vie ancienne. En analysant la forme des os, la taille des ailes, le type de dents ou la structure du bec, ils imaginent la manière de chasser, de se nourrir, de se reproduire et de vivre en groupe de chaque espèce. Les ptérosaures n'avaient pas tous les mêmes besoins. Certains vivaient seuls, d'autres en groupe. Certains étaient actifs le jour, d'autres chassaient la nuit. Leur incroyable capacité à changer d'habitat selon les besoins leur a permis de rester présents sur Terre pendant plus de 150 millions d'années. Même quand l'environnement changeait, quand la mer montait ou reculait, quand de nouvelles terres apparaissaient, les ptérosaures trouvaient un moyen de s'installer, de manger, de se reproduire et de voler. Les empreintes fossiles, en plus des os, montrent des traces des pattes dans la boue sèche, des fossiles de nids, des œufs et parfois des petits avec les adultes dans le même site. On peut ainsi voir comment une colonie s'organisait, comment les jeunes ptérosaures étaient protégés et comment tout le groupe se déplaçait sur de longues distances quand il le fallait. Tout cela explique pourquoi les ptérosaures sont considérés comme des modèles de réussite dans la vie ancienne. La grande variété de leurs habitats, leur répartition sur toute la Terre et leur capacité à survivre dans des milieux hostiles en font un exemple remarquable d'adaptation dans l'histoire de la vie sur notre planète. Grâce à ce mode de vie flexible et à cette diversité, les ptérosaures ont marqué la nature mésozoïque et laissé leurs traces dans toutes les parties du monde, offrant aux scientifiques d'innombrables indices sur la richesse de la Terre à cette époque. La présence des ptérosaures dans tous les types d'habitats montre aussi à quel point leurs habitudes pour chercher de la nourriture étaient variées et efficaces. Les ptérosaures étaient capables d'utiliser leur vol pour parcourir de grandes distances en quête de nourriture, trouvant des stratégies différentes selon l'endroit où ils vivaient, la taille de leur corps ou la forme de leur bec. Leur manière de chasser et de manger dépendait de leur espèce, de leur âge et aussi de la disponibilité de nourriture dans leur environnement. Beaucoup de ptérosaures passaient une grande partie du temps dans les airs. Leur vol leur donnait un avantage important pour la chasse et la recherche de nourriture. Ils pouvaient voler haut et avoir une vue large sur le paysage. Depuis le ciel, ils voyaient les mouvements des poissons dans l'eau, les déplacements de petits animaux sur le sol ou les restes d'animaux morts abandonnés par d'autres prédateurs. Leur capacité à rester en vol longtemps permettait de couvrir de vastes territoires, de découvrir de nouvelles sources de nourriture chaque jour et d'accéder à des endroits parfois inaccessibles pour d'autres animaux terrestres. Certains ptérosaures se spécialisaient dans la pêche. Près des mers, des rivières ou des lacs, ils utilisaient leur bec long et effilé pour plonger rapidement dans l'eau et attraper des poissons. Leurs dents étaient souvent fines et pointues, permettant de retenir les proies glissantes. On pense que quelques espèces pouvaient plonger la tête la première, ailes repliées, pour surprendre un poisson en surface
ou juste en dessous, puis ressortir aussitôt de l'eau et s'envoler de nouveau. Les empreintes fossiles et l'usure particulière de certains becs montrent que cette technique était courante chez des familles comme les Pteranodontidae ou les Ornithocheiridae. D'autres ptérosaures avaient un régime plus varié. Ils capturaient aussi des petits animaux terrestres, lézards, amphibiens, jeunes dinosaures ou même gros insectes. Avec un bec puissant, large ou parfois denté, ils pouvaient saisir des proies actives, les attraper au sol ou dans la végétation, puis les avaler rapidement ou les transporter vers un endroit plus sûr. Quelques espèces utilisaient leurs griffes pour fouiller la terre, retourner des branches ou écarter des cailloux, ce qui leur permettait de découvrir des larves, des petits œufs ou des animaux cachés. Les plus grands ptérosaures comme Quetzalcoatlus et Adzegopteryx vivaient beaucoup sur la terre ferme. Leur envergure immense leur permettait de voler très loin, mais ils passaient aussi du temps à marcher sur le sol, ailes repliées. Ils cherchaient des carcasses d'animaux morts, consommant toutes les parties de la proie, y compris les os et les tissus durs. Leur bec solide était capable de casser des os, ce qui leur donnait accès à des ressources que peu d'autres animaux pouvaient exploiter. Il arrivait souvent que ces grands ptérosaures suivent les populations de dinosaures herbivores, profitant des animaux affaiblis, des bébés ou des restes abandonnés après une chasse ou une mort naturelle. Certains ptérosaures développèrent une alimentation très spécialisée. Des formes comme Ctenocasma montraient des rangées de dents serrées en forme de peigne, utiles pour filtrer de petits animaux dans l'eau ou la boue, comme des crustacés, des petits mollusques ou du plancton. D'autres avaient un bec court et large, parfaitement adapté pour casser la coquille de crustacés ou de certaines plantes dures. Cela prouve que chaque forme d'adaptation du bec ou des dents répondait à un besoin alimentaire propre au milieu. Le comportement alimentaire pouvait aussi changer selon la saison. Quand il y avait beaucoup de poissons ou d'insectes, les ptérosaures se concentraient sur cette nourriture facile à attraper. Si la nourriture devenait rare, ils pouvaient changer de technique, explorer de nouveaux lieux ou se contenter de restes, de petits fruits tombés par terre ou d'animaux morts trouvés sur le rivage. Cette flexibilité dans la recherche de nourriture a permis aux ptérosaures de survivre lors des périodes difficiles, en hiver, pendant les saisons sèches ou lors de grands bouleversements du climat. Certaines espèces utilisaient aussi leur vue très développée pour repérer des proies à grande distance. En volant en haut du ciel, ils pouvaient surveiller plusieurs kilomètres carrés et choisir les zones les plus riches en nourriture avant de descendre. Des yeux orientés vers l'avant donnaient une meilleure perception de la profondeur, ce qui aidait à juger l'éloignement d'une proie et à calculer le bon moment pour attaquer. Les fossiles montrent souvent de grands orbites, preuve d'une vue précise et adaptée à la chasse rapide. Le mode de chasse pouvait parfois être collectif. Dans les sites où l'on retrouve beaucoup de fossiles d'une même espèce, on pense que les ptérosaures volaient en groupe, se déplaçaient ensemble vers des zones de pêche ou de chasse, puis se dispersaient pour attraper leur proie. Après s'être nourris, ils pouvaient revenir se reposer sur le sol ou sur des falaises, souvent en groupe pour chercher la sécurité face aux prédateurs terrestres. Les empreintes fossiles et l'étude de leur anatomie montrent aussi que certains ptérosaures, surtout dans les marais, pouvaient passer du temps debout dans l'eau, ailes fermées, utilisant leur bec comme une pince pour ramasser des animaux ou des plantes à la surface. Ils marchaient dans la vase, cherchaient dans les anfractuosités, fouillaient les lits asséchés ou pataugeaient dans les zones humides pour y trouver de petits aliments. La capacité à varier leur menu quotidien était une force pour survivre dans des milieux changeants. Cela leur a permis de vivre au bord de la mer, dans les terres sèches, près des lacs, au bord des montagnes ou même dans des forêts épaisses. Les jeunes ptérosaures commençaient leur vie en mangeant des proies faciles comme des insectes ou de petits animaux. Puis, en grandissant, ils élargissaient leur régime alimentaire selon la taille de leur bec et la force de leur morsure. Certains ptérosaures utilisaient des techniques de piégeage. Au lieu de chasser activement, ils attendaient immobiles que des animaux viennent à portée de leur bec, près des points d'eau ou autour des arbres fruitiers. En restant cachés,
ils pouvaient surprendre leur proie plus facilement et économiser de l'énergie. Ce comportement opportuniste a été observé chez des espèces vivant près des marais ou des mangroves, où la densité de petits animaux était très élevée. La façon de manger différait énormément selon le type de dentition. Chez ceux qui avaient de longues rangées de dents pointues, la nourriture était souvent avalée tout entière, ou à peine découpée en morceaux. Ceux au bec lisse devaient parfois frapper leur proie sur une pierre pour la casser, ou utiliser la pression de leur mâchoire pour broyer un aliment trop dur. Cela demandait de la force, mais évitait le gaspillage, car toutes les parties étaient consommées. Les ptérosaures ne se nourrissaient pas seulement de viande ou de poissons. Dans les forêts riches ou les zones tropicales, quelques espèces pouvaient intégrer dans leur régime des fruits mûrs tombés sur le sol, des petites baies ou même des feuilles tendres cueillies avec le bec. Leur capacité à changer de menu en fonction des disponibilités expliquait en partie leur succès et leur présence sur tous les continents. La recherche de nourriture était aussi liée à la reproduction. Pendant la période de ponte, les adultes devaient manger plus, accumuler des réserves ou chercher des lieux riches en nourriture pour élever leurs petits. Les nids étaient souvent placés près de sources d'alimentation abondantes pour limiter les dangers lors des trajets de ravitaillement. Certains sites fossiles révèlent la présence de proies dans les résidus conservés près des œufs ou dans les endroits où les jeunes ptérosaures se développaient. Le vol restait l'outil principal pour trouver la nourriture. Voler haut permettait de voir loin, de repérer la moindre activité sur la terre ou dans l'eau et de réagir vite lorsqu'une opportunité se présentait. Les ptérosaures utilisaient aussi les changements de vent, les courants d'air chaud pour se déplacer rapidement sans se fatiguer. Parfois, ils restaient en vol stationnaire au-dessus d'un lieu riche, attendant le bon moment pour fondre sur une proie ou pour collecter la nourriture. Leur adaptation à tous les régimes alimentaires possibles explique en grande partie la longévité de leur présence sur la Terre. Qu'il s'agisse de chasser dans le ciel, de manger au sol, de fouiller les marais ou de pêcher dans les rivières, les ptérosaures ont montré une flexibilité remarquable. Leur corps, leur bec, leurs dents, leurs griffes, chaque détail avait évolué pour un type de nourriture ou une technique de chasse précise. Le partage des ressources était parfois l'occasion de compétition avec d'autres animaux comme certains dinosaures carnivores, des crocodiles ou même des oiseaux primitifs. Les ptérosaures devaient donc être rapides, discrets et efficaces pour garder leur place dans la chaîne alimentaire et assurer leur survie malgré la présence de nombreux compétiteurs autour d'eux. Les études sur les contenus fossiles de l'estomac, les traces de morsures et les restes de proies dans les sédiments confirment toutes ces stratégies alimentaires différentes. On a retrouvé des poissons entiers dans les fossiles de ptérosaures pêcheurs, des fragments d'os dans ceux de charognards géants et des restes d'insectes ou de petits mammifères dans le ventre de ptérosaures terrestres de petite taille. La diversité dans la chasse, la cueillette ou la pêche montre que chaque espèce de ptérosaure avait sa place, son rôle et ses habitudes selon le temps, le lieu et l'environnement. Cette organisation précise assurait le succès de la famille dans la nature ancienne et permet de mieux comprendre pourquoi ils ont prospéré pendant tant d'années partout sur la planète. Chaque espèce de ptérosaure, avec ses habitudes de chasse ou d'alimentation, occupait une place bien précise dans la nature qui existait il y a des millions d'années. La présence de ces reptiles volants a eu un effet profond sur leur environnement. Leur rôle écologique allait bien au-delà de la simple recherche de nourriture. Ils étaient des éléments essentiels pour l'équilibre des écosystèmes anciens. Quand un ptérosaure se nourrissait de restes d'animaux, il aidait à nettoyer la nature. Les carcasses abandonnées de dinosaures, de reptiles ou d'autres animaux ne restaient pas longtemps sans être mangées. Les ptérosaures ramassaient ces restes, ce qui empêchait la prolifération des maladies causées par la décomposition. Cette fonction de nettoyeur aide à protéger les autres animaux vivants, car moins de cadavres veut dire moins de risques d'infection pour tous les êtres présents. Ce rôle de charognard n'était pas le seul. Beaucoup de ptérosaures, surtout les plus grands, finissaient par être eux-mêmes une source de nourriture pour d'autres carnivores. Sur la Terre, certains dinosaures de grande taille s'attaquaient aux ptérosaures affaiblis
blessés ou surpris au sol. Les fossiles de plusieurs ptérosaures montrent des marques de morsures et des os brisés, signe que ces animaux faisaient parfois partie du repas d'un prédateur plus fort. La chaîne alimentaire de l'époque mésozoïque était très complexe et organisée. À la base, il y avait des plantes, des algues ou du plancton consommés par de petits insectes, des poissons ou des herbivores. Les ptérosaures, selon leur taille et leur mode de vie, prenaient place dans différents niveaux de cette chaîne. Ils mangeaient parfois des proies vivantes, poissons, insectes, petits vertébrés. D'autres fois, ils consommaient des restes. En étant mangés à leur tour, ils rendaient l'énergie accumulée dans leur corps à d'autres animaux. Ils participaient ainsi à la circulation continue de l'énergie vitale dans la nature ancienne. Les ptérosaures n'étaient pas toujours solitaires. Les grands rassemblements témoignent d'un rôle collectif dans l'écosystème. Lorsqu'une colonie s'installait près d'un lac, d'une falaise ou d'une plage, le nombre d'animaux présents pouvait attirer d'autres espèces. Par exemple, des insectes ou de petits reptiles s'approchaient des nids pour profiter des déchets de nourriture. Les œufs et les jeunes ptérosaures, moins protégés, représentaient une opportunité pour certains prédateurs. À leur tour, la défense des nids par les adultes pouvait protéger des petits animaux présents autour, établissant ainsi des liens complexes entre toutes les espèces du lieu. Des preuves fossiles montrent que les ptérosaures, en transportant leur nourriture dans le bec ou en déplaçant des restes d'animaux, contribuaient à répandre certaines graines ou de petits organismes sur de longues distances. Dans les fesses fossiles de ptérosaures, les chercheurs ont identifié des fragments de plantes, de fruits ou d'insectes. Cela indique que ces reptiles volants pouvaient aider à la dispersion des plantes, participant à la diversité de la flore dans leur milieu. Parfois, lorsqu'un ptérosaure capturait un poisson dans un lac ou une rivière, une partie des restes finissait au sol ou dans l'eau, nourrissant d'autres animaux. Les petits prédateurs, les crabes, les insectes ou même quelques amphibiens profitaient des morceaux oubliés. Cette circulation de la nourriture augmentait la survie de différentes espèces, créant ainsi un réseau de dépendance dans tout l'écosystème. Quand un groupe de ptérosaures utilisait une falaise ou un rivage pour pondre des œufs, il changeait le paysage local. L'accumulation de coquilles vides, d'excréments fossiles, d'os abandonnés modifiait la nature du sol, enrichissait la terre en minéraux, favorisait la pousse de certaines plantes ou attirait des insectes qui serviraient ensuite de nourriture à d'autres animaux. La trace écologique des ptérosaures se retrouve donc dans la composition du sol et dans la prospérité de toute une zone. En se nourrissant de poissons, de fruits, de petits animaux ou de charognes, les ptérosaures participaient au contrôle des populations de proies. S'il y avait trop de poissons, d'insectes ou de petits reptiles, les ptérosaures en attrapaient davantage, réduisant leur nombre et évitant que certaines espèces ne détruisent trop de ressources. Cette régulation naturelle aide à maintenir la stabilité du milieu. Chacun joue un rôle, le prédateur, la proie, l'animal charognard ou l'animal consommateur de plantes. Les ptérosaures étaient aussi d'importants agents de transport dans la nature ancienne. Grâce à leur vol, ils connectaient des milieux différents. Ils pouvaient transporter accidentellement des graines collées à leur peau ou de petits insectes coincés dans leur pelage, d'une rive à l'autre, d'une forêt à une île ou d'une montagne à une plaine. Ce mouvement favorisait l'installation de nouvelles plantes, la dispersion d'insectes ou même la propagation de microbes utiles à l'environnement. Leur rôle comme proie n'est pas à négliger. Leur présence dès l'aube, leur vol parfois maladroit près du sol et la faiblesse des juvéniles faisaient d'eux des cibles accessibles pour les dinosaures carnivores, de grands oiseaux anciens ou même de gros poissons dans les lacs, s'ils s'approchaient trop près de l'eau. Cela assurait à d'autres carnivores une source de nourriture régulière et ajoutait un niveau de compétition et de pression sur les populations de ptérosaures. Dans certains sites fossiles, on observe l'accumulation de nombreux os de ptérosaures, parfois brisés ou marqués par des crocs. Cela raconte les histoires de prédation, les luttes autour des points d'eau ou les conséquences de tempêtes qui faisaient s'échouer des groupes entiers, devenant une nourriture pour les autres animaux, pour les plantes ou pour les microbes du sol. Les œufs de ptérosaures, fragiles,
étaient souvent déterrés par des prédateurs terrestres ou des oiseaux fossiles. La ponte de centaines d'œufs en un même endroit attirait de nombreux visiteurs. Petits reptiles friands d'œufs, insectes nécrophages, mammifères primitifs curieux. Tout le cycle de vie des ptérosaures contribuait ainsi à nourrir toute une chaîne d'êtres vivants reliant la vie du ciel, de la terre et de l'eau. Les colonies de ptérosaures formaient de grands regroupements qui modifiaient le rythme de la faune locale. Lors de la saison de la ponte, le sol se couvrait de traces de pas, les plantes étaient écrasées ou coupées pour faire des nids simples, et les environs s'animaient d'une forte activité sonore. Tous ces changements attiraient de nouveaux prédateurs ou de nouveaux charognards, ce qui renforçait la diversité des espèces dans la zone. La mort d'un ptérosaure adulte, surtout chez les grandes espèces, créait un événement local. Les restes du corps étaient très recherchés par les autres animaux, dinosaures carnivores, crocodiles, tortues, oiseaux, mammifères, mais aussi par une multitude de petits insectes et de bactéries qui finissaient par dissoudre le squelette et enrichir le sol en métaux et en sels minéraux. L'échange constant entre ciel, sol et eau créait une circulation importante des nutriments, de la nourriture, de l'énergie dans tout l'écosystème. Chaque interaction entre ptérosaures et autres animaux ou plantes participait à la survie de l'ensemble, rendant chaque milieu plus riche, plus varié et mieux équilibré. Les paléontologues arrivent parfois à reconstituer une scène de la vie ancienne seulement grâce aux traces d'impact des ptérosaures, restes fossiles mélangés, signes de digestion sur des os de proie, excréments fossiles riches en fragments d'insectes, ou fossiles d'animaux trouvés à côté des colonies de ptérosaures. Tous ces indices montrent que les ptérosaures étaient des acteurs centraux dans la dynamique de leur environnement. Les chercheurs étudient aussi les changements provoqués par la présence de grands ptérosaures dans certaines régions. Par exemple, quand un géant comme Quetzalcoatlus volait au-dessus d'une plaine, il pouvait effrayer et déplacer les herbivores, changer le parcours des petits animaux, modifier la structure des assemblages locaux, affecter la distribution des restes animaux et influencer la dissémination de graines et d'organismes sur une large zone. La disparition des ptérosaures à la fin du Crétacé a eu un grand effet sur la nature. Leur rôle de nettoyeurs, de prédateurs, de proies, de transporteurs de graines et d'artisans de l'équilibre alimentaire a cessé en même temps, laissant des espaces vides que d'autres groupes ont peu à peu remplis, comme les oiseaux modernes, certains mammifères ou d'autres reptiles. Mais aucun groupe n'a jamais repris exactement la même diversité de vie ni la même place globale que les ptérosaures. Ce grand enchevêtrement de relations montre à quel point les ptérosaures étaient indispensables pour l'harmonie de la vie ancienne. Même si leurs restes sont parfois rares à trouver, leur impact sur tous les êtres vivants de l'époque est facile à voir aujourd'hui en analysant les roches, les fossiles et la géochimie des anciens sols. En étudiant les ptérosaures et leur rôle dans les écosystèmes, les scientifiques comprennent mieux comment la vie répond aux changements, comment elle s'organise et comment chaque espèce, des plus petites aux plus grandes, a un effet sur tout le reste de la nature. C'est grâce à cette recherche que l'on découvre à quel point le passé était vivant, peuplé de créatures actives et responsables de l'équilibre de leur monde. L'étude des ptérosaures et de leur rôle dans les anciens écosystèmes ne serait pas possible sans les fossiles qu'ils ont laissés derrière eux. Ces os précieux, ces morceaux de peau ou ces empreintes légères dans la roche offrent aux chercheurs un aperçu direct de la vie passée. Cependant, les fossiles de ptérosaures sont très difficiles à trouver, surtout lorsqu'il s'agit de squelettes complets et bien conservés. Cela s'explique par la nature particulière de leur corps. Leurs os étaient fins, creux et très fragiles, créés pour le vol, mais aussi susceptibles de casser ou de disparaître avec le temps. Quand un ptérosaure mourait, il arrivait rarement que son corps reste entier. Les os étaient souvent dispersés par l'eau, les prédateurs, le vent ou les mouvements du sol. Dans la plupart des cas, seuls quelques fragments parvenaient à se fossiliser. Ces fragments peuvent être un bout d'aile, un morceau de crâne, la partie d'une mâchoire ou une vertèbre du cou. Parfois, le sable ou la boue recouvrait le corps assez vite pour protéger tout le squelette et former un fossile complet. Ce sont ces rares cas qui donnent aux paléontologues des informations très détaillées sur la forme, la taille et la structure du ptérosaure. En étudiant ces fossiles, les scientifiques peuvent reconstruire l'aspect du ptérosaure.
Ils observent la disposition des os, la longueur du doigt qui soutenait l'aile, la forme du bec, la taille des dents et l'organisation du crâne. Certaines découvertes ont été faites avec des impressions de la membrane de l'aile. Ces traces montrent la texture, la présence de fibres, parfois même des vaisseaux sanguins fossilisés. Cette membrane donne des indices sur la manière dont le ptérosaure volait, sur sa force et sur sa capacité à changer de direction en plein ciel. Les fossiles peuvent aussi contenir des restes de pycnofibres, des petits poils qui couvraient le corps de certains ptérosaures. Sous le microscope, ces traces révèlent la densité, l'épaisseur et la longueur des pycnofibres. Elles permettent de comprendre comment le ptérosaure se protégeait du froid, de la pluie et des changements de température. Les spécialistes analysent parfois la couleur ou la structure chimique de ces fibres pour savoir si elles servaient aussi à la communication ou au camouflage. Certains fossiles gardent la trace de muscles, de tendons ou de cartilage. Des empreintes très fines, visibles sur certains squelettes, montrent comment les ailes étaient attachées au corps, comment les muscles se développaient selon la taille de l'animal et comment les articulations permettaient de plier, d'ouvrir ou de refermer l'aile en plein vol. Les scientifiques peuvent aujourd'hui utiliser des images en 3 dimensions, des scanners puissants ou des reconstructions informatiques pour reconstruire le mouvement d'un ptérosaure d'après ces fossiles. Parmi les découvertes les plus précieuses, on trouve des nids fossilises avec des œufs et parfois même des embryons de ptérosaures à l'intérieur. Ces œufs sont généralement petits, avec une coquille fine et souple. En observant leur structure, les chercheurs apprennent comment les jeunes se développaient avant l'éclosion, à quelle vitesse les petits grandissaient et comment les familles de ptérosaures s'organisaient sur les plages, les falaises ou les rives des rivières. Il existe aussi des empreintes fossiles de pas de ptérosaures. Ces traces montrent comment l'animal marchait au sol, comment il posait ses ailes repliées quand il ne volait pas, et comment il lançait parfois son corps pour décoller. Les pas fossiles peuvent révéler la taille, la vitesse, le poids du ptérosaure et donner des informations sur la vie en groupe ou sur les migrations saisonnières. Des restes de nourriture fossilisés sont parfois trouvés dans la région du ventre sur certains squelettes. Ces contenus digestifs contiennent des arêtes de poissons, des fragments d'insectes, de petits os ou de graines. Cela renseigne les paléontologues sur le régime alimentaire exact, sur les préférences de chaque espèce à une époque précise et sur l'efficacité ou la diversité de leur mode de chasse. Grâce à l'observation de traces de morsures ou de fractures mal guéries, les chercheurs concluent que des ptérosaures se faisaient parfois attaquer ou blesser, peut-être lors d'affrontements avec d'autres individus, de tentatives de chasse ou de défense contre des prédateurs. Ces marques d'accident et de guérison montrent la résistance de certains ptérosaures face aux dangers et témoignent de leur combat pour la survie. La géographie des fossiles permet aussi de dessiner la carte des anciens habitats. En rassemblant les lieux où des os de ptérosaures ont été retrouvés, on comprend les migrations, la dispersion des espèces, les zones d'habitat favorables et les lieux de reproduction. Par exemple, en Amérique du Sud, au Brésil, on a trouvé de nombreux fossiles dans des roches qui étaient autrefois des deltas de rivières ou des lacs. En Mongolie, dans le désert du Gobi, les fossiles indiquent une vie adaptée aux plaines et aux savanes anciennes. Certains fossiles sont d'une grande beauté et préservent même la forme de la peau autour d'un os ou d'une patte. Ces découvertes rares montrent les rides, les plis, la texture de la membrane de l'aile ou de la peau du cou. Avec l'aide des nouvelles techniques d'imagerie, les chercheurs peuvent détecter d'anciens pigments, parfois des traces de couleurs, qui suggèrent des motifs de camouflage ou des codes de reconnaissance pour la reproduction. La science des fossiles progresse aussi grâce aux collaborations entre chercheurs du monde entier. Chaque os découvert dans un pays peut être comparé à d'autres dans des collections situées ailleurs. En combinant toutes ces informations, la connaissance de l'évolution des ptérosaures devient plus précise. Les paléontologues arrivent à reconstruire tout l'arbre généalogique des différentes familles de ptérosaures en étudiant comment chaque espèce s'est adaptée à son milieu et a survécu au changement du climat ou de la géographie. L'une des grandes difficultés pour les scientifiques vient de la fragilité des restes. L'extraction des fossiles se fait souvent dans des roches très friables.
Il faut travailler lentement, utiliser de petits outils et parfois renforcer les os avec des résines spéciales avant de pouvoir les sortir. Chaque morceau est numéroté, photographié et reconstitué dans des laboratoires. Il arrive parfois que des morceaux très lointains soient finalement rassemblés pour constituer un même individu. La datation des fossiles demande aussi une attention particulière. Les méthodes modernes comme la radiochronologie permettent de savoir dans quelle période du Mésozoïque vivait exactement un ptérosaure donné. Cette information aide à comprendre l'évolution rapide ou lente de chaque groupe, à relier leur adaptation au changement du climat, de la végétation ou à l'arrivée de nouveaux concurrents ou prédateurs. Dans certains cas, les fossiles de ptérosaures montrent des mutations ou des malformations, ailes tordues, crâne déformé, dents manquantes. Ces anomalies montrent que, comme chez les animaux d'aujourd'hui, il existait une grande diversité génétique, parfois des maladies, parfois des différences d'un individu à l'autre, même dans la même espèce. Cela rend plus vivante encore l'image de ces animaux anciens. Les plus grands fossiles, comme ceux de Quetzalcoatlus ou d'Adzegopteryx, surprennent par la taille des os. Une aile mesure parfois plus de 5 mètres de long. Ces restes montrent en détail comment une telle structure pouvait être assez légère pour permettre le vol, tout en étant assez solide pour soutenir un corps de plus de 100 kg. Les scientifiques analysent l'arrangement des fibres internes de l'os, la composition chimique, l'épaisseur de la membrane, pour comprendre la force et la flexibilité nécessaires à la vie dans les airs. L'étude des fossiles permet aussi de voir comment l'espèce a changé avec le temps. Chez certains ptérosaures, la forme de la queue a évolué, des crêtes sont apparues sur le crâne, la dentition a varié selon le type de nourriture. Les plus anciens fossiles montrent encore les traces d'adaptation à la vie à terre, alors que plus tard, tout le corps est devenu fait pour voler longtemps, explorer des milieux variés et chasser efficacement. Des restes de colonies entières ont été découverts. Plusieurs dizaines de ptérosaures morts ensemble près d'un ancien lac ou d'une plage fossile. Parfois, on retrouve dans la même couche des œufs, des jeunes et des adultes. Cela prouve que certaines espèces vivaient en groupe, partageaient des lieux de ponte et de repos, et formaient des sociétés complexes où la protection, le partage de la nourriture ou de la défense étaient importants. Enfin, l'examen chimique des fossiles livre parfois des informations sur l'environnement de l'époque. Les isotopes contenus dans les os ou les dents indiquent le type de végétation, la température de l'eau ou de l'air, la composition minérale des sédiments. Parfois, des fossiles de micro-organismes sont retrouvés collés sur les restes des ptérosaures, donnant des indices sur la présence de parasites, de maladies ou de partenaires de symbiose. La recherche scientifique sur les fossiles continue sans arrêt, car chaque découverte peut changer la vision de la vie ancienne. Les outils de l'imagerie sont de plus en plus précis. Les bases de données de fossiles sont partagées partout sur la planète et les enfants qui découvrent un os dans un champ peuvent parfois révéler à la science une nouvelle espèce inconnue. Grâce à tout le travail autour des fossiles, il devient possible de comprendre non seulement la forme du corps du ptérosaure, mais aussi son comportement, ses habitudes, ses forces et ses faiblesses dans l'écosystème ancien. Toutes ces études sur les restes fossiles permettent de raconter la grande histoire des ptérosaures à travers leur évolution, leur adaptation et leur disparition, tout en montrant la diversité incroyable des animaux qui vivaient alors. Ce savoir alimente encore aujourd'hui la curiosité des chercheurs et de tous ceux qui veulent mieux comprendre le passé de la Terre, ses changements et la vie qui la peuplait à cette époque lointaine. À travers tous les fossiles et les indices étudiés, il devient clair que la vie sur Terre pendant l'époque des ptérosaures était bien plus complexe et variée qu'on ne peut l'imaginer. Les ptérosaures n'étaient qu'un des nombreux groupes d'animaux présents sur la planète, mais leur histoire retrace toute la richesse de la diversité qui existait alors. Leur évolution, leurs adaptations, leurs relations avec l'environnement et les autres animaux illustrent l'invention constante de la nature face aux défis du monde ancien. À l'ère mésozoïque, la vie s'est développée dans un monde en changement constant. Il y avait des continents qui bougeaient, des océans qui prenaient de la place, des montagnes qui apparaissaient,
des volcans qui modifiaient le climat. Dans cet univers vivant, chaque groupe d'animaux s'est adapté à sa façon pour survivre. Certains sont restés sur la terre ferme, d'autres ont envahi les mers, d'autres encore ont appris à voler et à occuper le ciel. Les ptérosaures sont un exemple frappant de cette dynamique. Ils ont commencé à évoluer il y a environ 228 millions d'années, bien avant que les humains, les oiseaux modernes ou même beaucoup de mammifères n'aient fait leur apparition. Depuis leur début modeste, ils se sont diversifiés en des centaines d'espèces différentes, avec des tailles, des formes, des modes de vie adaptés à chaque partie du globe. En observant la variété des ptérosaures, on découvre des animaux minuscules, de la taille d'un pigeon, et d'autres géants immenses, dont les ailes mesuraient plus de 10 mètres. Certains vivaient dans les forêts humides, d'autres sur les plages, d'autres encore sur des îles isolées ou dans des savanes ouvertes. Certains mangeaient exclusivement des poissons, d'autres préféraient les insectes, les fruits, les petits reptiles ou même des carcasses. Chacun avait sa technique, ses outils, un bec long, des dents courtes, des mâchoires puissantes, des ailes larges ou étroites, un squelette léger mais solide, des poils pour protéger du froid, des yeux adaptés à la vision de nuit ou du jour. Cette diversité montre que la vie sur Terre était faite de multiples possibilités. La nature testait sans arrêt de nouvelles formes, ajustait les corps aux besoins, créait des espèces qui vivaient seules ou en groupe. Les ptérosaures ne formaient pas une seule famille uniforme. Ils étaient le résultat de millions d'années de changements, d'extinction, de réapparition, de migration. Grâce à toutes ces expériences, ils ont pu occuper tous les milieux, traverser les crises et perdurer longtemps. À chaque endroit du monde, les ptérosaures ont montré une grande faculté à s'adapter. Là où il y avait trop de compétition pour la nourriture, ils ont développé d'autres techniques, changé leur alimentation, modifié leur corps pour attraper ce que les autres ne pouvaient pas prendre. Sur les îles petites ou séparées, ils sont devenus énormes ou, au contraire, très petits pour économiser la nourriture. Dans les régions froides, ils ont gardé la chaleur avec leurs pycnofibres. Là où les dangers étaient plus grands, ils ont appris à voler vite, à se cacher, à protéger leurs jeunes dans des colonies. Leur rôle dans l'écosystème mésozoïque était essentiel. Les ptérosaures contrôlaient les populations de poissons, d'insectes, de lézards. Ils nettoyaient les restes d'animaux morts. Les plus grands étaient parfois les prédateurs dominants du Nil. Les petits vivaient auprès des fougères, des mousses, des petites rivières. Quand un ptérosaure mourait, son corps enrichissait le sol, nourrissait d'autres animaux, aidait à la croissance de plantes nouvelles. Grâce à leur vol, ils transportaient des graines, des petits organismes, reliaient les écosystèmes entre eux. Les interactions entre ptérosaures et autres êtres vivants étaient complexes. Ils étaient parfois chasseurs, parfois charognards, parfois eux-mêmes la proie de dinosaures carnivores, de grands poissons ou de jeunes mammifères affamés. Leurs nids attiraient d'autres animaux, leurs excréments enrichissaient les lieux de ponte, leur présence changeait le comportement des plantes et des animaux autour. La disparition des ptérosaures marque la fin d'un chapitre de la vie sur Terre. Il y a 66 millions d'années, un événement très brutal, sans doute l'impact d'une grosse météorite accompagnée de changements climatiques violents, a mis fin à leur règne. Avec eux, de nombreux dinosaures, des reptiles marins, des plantes anciennes ont aussi disparu. Le monde est alors redevenu vide avant de se remplir à nouveau d'animaux et de plantes différents, comme les oiseaux, les mammifères et d'autres reptiles nouveaux. Pourtant, même après leur disparition, les ptérosaures continuent à enseigner des leçons précieuses. Leurs fossiles racontent l'histoire de la vie, de l'évolution, de l'adaptation et du changement. Grâce à eux, les chercheurs comprennent comment les espèces naissent, changent, s'adaptent à leur milieu, comment la nature invente toujours des solutions aux défis de chaque époque. Leurs restes fossiles, étudiés partout dans le monde, montrent la capacité de la vie à traverser des crises, à s'étendre, à remplir tous les espaces libres, à être toujours créative. Leur évolution rapide,
leur passage de petits animaux à d'énormes créatures du ciel, leur diversité de formes, de taille, de nourriture, d'habitudes écologiques, illustrent parfaitement ce que la vie sait faire face au passage du temps et aux obstacles. Les ptérosaures sont la preuve que la nature accepte la différence et la change en force, que la spécialisation peut mener au succès, mais que l'équilibre entre diversité et adaptation est la clé de l'existence sur une planète vivante. Pour ceux qui étudient les ptérosaures, chaque découverte, chaque fossile, chaque intuition nouvelle est une occasion d'approfondir la connaissance de la Terre. Ces études montrent que rien n'est jamais fixe, que la nature est toujours en mouvement, que chaque être joue un rôle unique et important dans l'histoire du monde. Cet enseignement inspire la curiosité, le respect et le désir de protéger la vie, ancienne comme moderne. Observer les ptérosaures, c'est rappeler à tout le monde la richesse énorme du vivant. Même aujourd'hui, des animaux, des plantes, des micro-organismes continuent d'inventer des formes surprenantes, d'occuper des milieux inattendus, de s'adapter au froid, à la chaleur, à la sécheresse ou à l'eau en abondance. Le passé des ptérosaures aide à ne pas oublier que la Terre a toujours été pleine d'êtres inimaginables, très différents de ceux d'aujourd'hui, mais liés par la même volonté de vivre et de se développer. La diversité passée inspire aussi la préservation de la vie actuelle. Savoir que tant d'espèces sont apparues, se sont adaptées, puis ont disparu naturellement, pousse à réfléchir au rôle des humains dans le monde moderne. La connaissance des anciens animaux, de leurs réussites, de leurs extinctions, donne des pistes pour comprendre l'équilibre fragile du présent et pour agir pour lui maintenir. Le regard porté sur les ptérosaures est aussi une invitation à considérer la valeur de chaque forme de vie sur Terre. Ce qui était autrefois commun et nombreux, comme les ptérosaures, peut disparaître, laissant une trace dans la roche, mais plus de traces vivantes. Chaque écosystème est fragile. Chaque changement peut conduire à la perte de plusieurs espèces. L'histoire des ptérosaures encourage à l'humilité devant les forces de la nature et à la vigilance pour respecter toutes les créatures. Les leçons du Mésozoïque, à travers les ptérosaures et tous les êtres qui partagèrent leur monde, montrent que l'évolution est un long chemin, fait d'adaptations, d'inventions, de disparitions, mais aussi d'apparitions étonnantes. La Terre ancienne était une mosaïque d'habitats, de climats, de challenges. Chacun y trouvait sa place en changeant, en apprenant, en se diversifiant. Informer sur les ptérosaures, c'est transmettre le goût du passé, le plaisir de la science et le respect pour tout ce qui vit ou a vécu. Les jeunes et les enfants découvrant les fossiles aujourd'hui deviennent les protecteurs ou les savants de demain. Développer la curiosité sur la nature ancienne, c'est garantir que le savoir avance, que la mémoire du passé reste en vie et que la Terre soit comprise comme un endroit riche d'histoire. L'histoire des ptérosaures nous rappelle que la vie est précieuse, complexe et pleine de surprises. Elle montre qu'aucune espèce n'est éternelle, qu'aucun monde n'est figé, et que chaque instant donné à la vie est le fruit de millions d'années d'efforts, de hasards, d'inventions. Les ptérosaures, anciens maîtres du ciel, demeurent à travers leurs fossiles une preuve de tout ce que la nature sait construire, transformer ou laisser disparaître au fil du temps. Étudier les ptérosaures, c'est donc aussi mieux comprendre notre place sur la Terre. C'est admettre que nos gestes d'aujourd'hui influencent l'histoire de demain, que la préservation de la diversité est une responsabilité partagée entre tous les vivants, que chaque découverte ancienne éclaire la beauté et la fragilité de la vie présente. Les ptérosaures, par leur diversité et leur histoire, sont un chemin ouvert vers la compréhension, l'émerveillement et le respect du monde naturel. Le souvenir de ces reptiles du ciel donne à chacun la possibilité de réfléchir au passé, d'aimer le présent et de construire un avenir où la diversité de la vie reste le plus grand trésor de notre planète.